Très heureuse de vous retrouver pour le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Conseil des ministres ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des sujets examinés, le projet du budget 2019, la grâce collective accordée à 4200 détenus et les modifications dans l'organisation de la filière café-cacao. Ouverture de l'édition 2018 de CGC Academy le 25 septembre. L'édition donc a refermé ses portes ce mercredi en présence du Premier ministre Amadou Koulibaly qui, à l'occasion, a réaffirmé le soutien du gouvernement au secteur privé. Élection couplée 2018, à moins de 2 jours de l'ouverture de la campagne électorale, la CEI a procédé ce mercredi à la remise des affiches et spécimens des bulletins de vote aux candidats. Ce sont 3000 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote qui ont été distribués à chaque tête de liste. Bienvenue dans le 23h. Je vous le disais tantôt, au Conseil des ministres ce mercredi, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des sujets examinés, le projet du budget 2019, la grâce collective accordée à 4200 détenus et les modifications dans l'organisation de la filière café-cacao. On fait le point avec Viviane Aïma. Le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi 26 septembre sous la présidence du chef de l'État avait une fois encore à son ordre du jour l'examen et l'adoption de plusieurs décisions d'ordre organisationnel, social, économique, politique concernant la vie de la nation. Au nombre de ces décisions, le projet de budget 2019 qui a été examiné. Le projet de budget 2019 s'équilibre en ressources et en défense à 7 334,3 milliards de francs CFA et il enregistre une hausse de 578,1 milliards par rapport au budget 2018, soit une progression de 8,6%. À travers ce projet de budget, le gouvernement entend renforcer ses actions en vue de la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration continue des conditions de vie des populations, notamment par l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi qu'au renforcement des actions d'assainissement, de sécurité et de création d'emplois, en particulier des jeunes, toutes choses contribuant à l'accroissement des actions de lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales. S'agissant de la filière café-cacao, un projet d'ordonnance a été adopté pour changer certaines dispositions relatives à l'organisation de la filière. Au plan institutionnel, nous avons vu la révision de la composition du conseil d'administration, la création d'un comité consultatif et bien sûr, entre autres éléments de cette ordonnance, l'aménagement du système de commercialisation. La composition du conseil d'administration, c'est bien sûr l'État et les producteurs. Cette recomposition du conseil d'administration a abouti à la réduction du nombre des conseillers, qui sont passés de 14 à 10. Relativement au comité consultatif, ce comité est constitué certes des membres du conseil, mais aussi du secteur privé et aussi des producteurs. Le système de commercialisation, c'était une ambition déjà exprimée par le chef de l'État, d'arriver à conjuguer ses efforts avec ce pays frère qu'est le Ghana, qui partage avec la Côte d'Ivoire cette production majeure. Et donc, il est de bon ton, effectivement, qu'on s'entende sur un certain nombre de choses pour porter la voix de nos producteurs, de nos planteurs, nos parents paysans, de façon forte pour qu'ils aient le retour de leurs efforts à travailler la terre pour obtenir des revenus décents. Suite à la décision du président de la République de libérer les prisonniers de la crise post-électorale le 6 août dernier, le Conseil des ministres de ce 26 septembre a décidé d'accorder une grâce collective à 4200 détenus. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon du chef de l'État qui ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci.
C'est une mesure de clémence de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de certaines personnes qui sont dans les liens de la justice pour des délits jugés mineurs. Avant le 13 octobre, date des élections régionales et municipales, le Conseil des ministres a décidé le lancement d'une campagne pour des élections apaisées dans plusieurs localités du pays. Organisée par le Programme national de cohésion sociale, cette campagne vise à prévenir les violences pré- et post-électorales au profit des localités qui ont été marquées ces derniers mois par des conflits intercommunautaires et de celles qui ont enregistré un faible taux de participation des populations aux dernières élections générales. Piloté par le PAM, le Programme alimentaire mondial, le Centre d'excellence pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest sera implanté en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a décidé son lancement d'ici février 2019. Inspiré du modèle brésilien, un tel centre a permis de booster le développement de l'agriculture vivrière au Brésil. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h ce mercredi. On poursuit en images. Le vice-président de la République est à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 73e Assemblée générale des Nations unies, en marge du débat général qui s'est ouvert mardi au siège de l'ONU. Daniel Cablon-Duncan a eu des échanges avec une délégation conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près les Nations unies et le ministre des Affaires étrangères ont également pris part aux discussion. Le débat général de l'ONU s'est donc ouvert ce mardi au siège des Nations Unies à tous les dirigeants de la planète. C'est une tribune qui leur est ouverte, tribune pour prendre donc part à cette tribune, pour prendre part sur le même pied d'égalité. On va y arriver. Un temps volontaire de 15 minutes doit être donc observé pour les déclarations et c'est avec Abiba Dambélé-Saoui, envoyé spécial, qu'on en parle. Le débat général est la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Il se tient au début de la session et se déroule dans la salle de l'Assemblée générale au siège des Nations unies à New York. Le thème de cette année est le suivant: faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a axé sa déclaration sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le monde après la minute de silence observée en la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier. En cette année qui marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la cause des droits de l'homme perd du terrain face à la montée des autoritarismes. Or, devant le pessimisme politique ambiant, nous devons nous garder de faire des prédictions autoréalisatrices. Voir un danger dans son prochain peut créer une menace là où, au départ, il n'en existait pas. Fermer ses frontières à la migration régulière ne fait que faciliter la tâche des trafiquants. Et faire fi des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste ne fait qu'alimenter l'extrémisme que l'on cherche précisément à éliminer. Le Brésil a été le premier pays à intervenir. Son président a plaidé pour un système multilatéral réformé pour faire face aux menaces sur la paix et la sécurité. Les États-Unis, pays hôte par la voix de son président Donald Trump, se sont voulus rassurants. L'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui réitéré sa volonté de faire appliquer l'accord de Paris. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales. La voix de la Côte d'Ivoire se fera entendre le jeudi 27 septembre dans l'après-midi
le président Alassane Ouattara sera représenté à la tribune des Nations Unies par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Voilà le débat général de l'ONU qui s'est donc ouvert ce mardi au siège des Nations Unies à New York sur une tribune qui est donc ouverte à tous les dirigeants de la planète, je vous le disais tantôt, pour prendre la parole sur le même pied d'égalité. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, toujours donc aux États-Unis, a pris part à une réunion de haut niveau sur le thème « Action pour le maintien de la paix », réunion au cours de laquelle il a annoncé des financements importants de la Côte d'Ivoire à hauteur de 80 millions d'euros, soit 50 milliards de francs CFA, afin de former et de permettre à 850 militaires ivoiriens de prendre part aux opérations de maintien de la paix en Afrique. On retrouve Abiba Dombele-Saoué. Une réunion de haut niveau à la salle de conseil de tutelle de l'ONU ce mardi pour une action pour le maintien de la paix. Réunion présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait part de toutes les initiatives pour ramener la paix dans les pays en crise. Le vice-président qui représentait le président Alassane Ouattara à cette réunion de haut niveau a apporté le soutien de la Côte d'Ivoire à cette vision du secrétaire général des Nations Unies. Au moment où le maintien de la paix entre dans sa 70e année, la Côte d'Ivoire partage votre vision de maintien de la paix qui relève avant tout d'une responsabilité collective. Elle se félicite que le processus consultatif mené depuis mars 2018, sous votre leadership entre tous les acteurs de maintien de la paix, y compris les organisations régionales et la société civile, ait permis d'aboutir à l'adoption d'une déclaration d'engagement commun à laquelle ont adhéré plus de 115% des États membres des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, qui a tant reçu des Nations Unies, grâce notamment à une coopération exemplaire avec l'ONUCI, a marqué sa disponibilité à l'action collective de toutes les parties prenantes au maintien de la paix. Cette volonté a été réaffirmée au département des opérations de maintien de la paix et devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette perspective, d'importants investissements à hauteur de 20 millions d'euros ont été déjà réalisés par le gouvernement ivoirien pour la génération d'un bataillon projetable à 850 hommes répondant aux critères des Nations Unies. 450 de ces hommes sont déjà disponibles et peuvent d'ores et déjà être déployés dans les opérations des Nations Unies en Afrique. Je voudrais, Monsieur le secrétaire général, vous assurer du soutien personnel du président Alassane Ouattara pour cette grande initiative Action pour le maintien de la paix, qui, nous l'espérons, devrait se traduire par une amélioration de l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire soutiendra, pendant sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de décembre prochain, l'importante résolution qui entérinerait définitivement cette nouvelle vision commune du maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan attend de la mise en œuvre de cette vision un soutien accru des Nations Unies et partenaires bilatéraux en faveur du financement des opérations de maintien de la paix. Voilà, Abiba Dombele-Saoué, envoyé spécial aux États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, la 7e édition de CGC Academy, ouverte hier mardi 25 septembre 2018, a refermé ses portes aujourd'hui en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une 7e édition autour des actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé à l'occasion le soutien du gouvernement au secteur privé. Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. La 7e édition de la CGC Academy a eu pour mission essentielle de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. L'industrialisation a été ainsi l'idée maîtresse des résolutions adoptées par le secteur privé ivoirien au terme de ce forum. Œuvrer à la mise en place d'un incubateur pour les jeunes entrepreneurs industriels. Œuvrer pour une fiscalité encourageant l'investissement et l'engagement des entrepreneurs dans le secteur industriel. Développer les types et formes d'industrie de transformation des matières premières ivoiriennes, notamment le cacao, l'anacarde, les produits vivriers, les produits halieutiques. Accroître la surveillance de la qualité de l'environnement des affaires pour le secteur industriel. Au total, une quinzaine de résolutions issues des recommandations clés des 30 sessions d'échange de la CGC Academy 2018.
Elles seront détaillées et consignées dans un livre blanc qui sera soumis aux autorités ivoiriennes, représenté à cette cérémonie de clôture par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit pour le gouvernement d'accentuer cette transformation en mettant l'accent sur l'industrialisation et en particulier la transformation de nos matières premières agricoles. Café, cacao, anacarde, palmier à huile, coton, fruits et légumes, etc. Le secteur privé ivoirien a toute sa place donc à prendre. Le Premier ministre a réaffirmé à cette occasion le soutien du gouvernement au secteur privé, notamment dans l'accès aux fonciers industriels, l'égalité d'accès aux marchés régionaux et la maîtrise de la pression fiscale. Jean-Luc Bangbo signait ce reportage. Des véhicules, du matériel de transmission et d'intervention, de nouvelles tenues également pour la police municipale de Yopougon. Une action qui répond au projet de modernisation voulu par le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné. Notez que la cérémonie de remise a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Soro Wodjontele et Abou Sanogo. 7 véhicules d'intervention de type 4x4 utilisés par la police américaine et un véhicule de transport de troupes, du matériel de transmission moderne et d'intervention, des casques, des boucliers, des teasers et environ 370 nouvelles tenues réceptionnées par la police municipale de Yopougon des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Un geste qui s'inscrit dans le projet de modernisation de l'administration initié par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, et qui vient renforcer les capacités opérationnelles de la police municipale. À l'heure de la reconstruction de notre pays, c'est un devoir pour nous, en tant qu'autorité de développement plus proche des populations, de faire face aux désordres urbains et travailler à maintenir le niveau de tranquillité afin de réaliser un développement paisible dans la conduite des activités. Vous n'avez eu de cesse de vous acharner au travail pour procéder à une transformation structurelle de cette commune. Vous avez compris très vite qu'un environnement sécuritaire stable contribue non seulement à rassurer les populations dans l'exercice quotidien de leurs activités, mais constitue aussi le préalable au développement de toute communauté. Avec ce matériel, la police municipale de Yopougon pourra faire face à plusieurs défis que sont la fluidité routière, l'incivisme, les occupations anarchiques des emprises publiques aux abords des marchés et les trottoirs par les petits commerces. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a célébré le 88e anniversaire de son pays. La cérémonie d'anniversaire qui s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire a enregistré la présence, entre autres invités, du conseiller du président de la République chargé des cultes et du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. C'est ce que nous disent Soro Wodjontele et Sidonie Davila. 88e anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite, 300 invités ont assisté à cette cérémonie qui marque un nouveau tournant pour cette nation. Dans sa vision de 2030, l'Arabie Saoudite envisage de devenir l'une des 10 premières économies mondiales. La Côte d'Ivoire entend maintenir de meilleures relations avec ce pays. À l'occasion de la 88e fête nationale de l'Arabie Saoudite, le renforcement de la coopération entre ces deux États a été évoqué. L'Arabie Saoudite devait encourager les investissements étrangers. La Côte d'Ivoire également a besoin des investisseurs. Les deux pays peuvent se donner les mains dans ce sens-là pour l'intérêt commun. L'Arabie Saoudite est la destination par excellence du pèlerin musulman. Dans le cadre de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, 7000 Ivoiriens ont pu effectuer leur pèlerinage à la Mecque cette année. Je pense que c'est une bonne occasion qui nous permet de nous ressourcer un peu auprès des Saoudiens et de savoir tout ce qu'ils font pour le monde musulman et tout ce qu'ils font aussi pour la Côte d'Ivoire, surtout après le départ du président de la République au Hajj. Cette année, on espère que beaucoup de cadres seront libérés. Au cours de ces 3 dernières années, l'Arabie Saoudite a dégagé un montant de 63 250 milliards de francs CFA pour le volet humanitaire. Le ministre Koné Kafana, ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, a rencontré mardi les différents groupes parlementaires. Il a été question du cadre de collaboration entre les deux parties. On en parle avec Sidonie Davila. Rencontre de prise de contact.
du ministre chargé des relations avec les institutions de la République avec les différents groupes parlementaires. Cette initiative de Gilbert Kone-Kafana a pour objectif de faciliter ses rapports avec les députés en vue d'une meilleure collaboration. Comme nous aurons à travailler ensemble, particulièrement en ce qui concerne le Parlement, j'ai tenu à les rencontrer en tant que groupe parlementaire pour une prise de contact et pour que nous puissions échanger et voir de quelle façon nous aurons à travailler ensemble. Les groupes parlementaires, 6 au total, apprécient la démarche du ministre. Effectivement, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui travaillent en interdépendance. Donc il est important qu'il y ait toujours cette courroie de transmission. Et Monsieur le ministre remplit ce rôle. Nous avons abordé les différents sujets qui permettront à l'exécutif et au législatif de travailler main dans la main pour le bien-être des populations. Nous avons parlé du calendrier parlementaire, nous avons parlé des questions orales en attente, nous avons parlé du fait que nous allions insister pour que les débats soient plus souvent retransmis à la télévision. Depuis sa nomination, le ministre chargé des relations avec les institutions de la République a entamé une série de visites et de rencontres en vue d'instaurer, selon lui, des relations harmonieuses et efficaces avec les institutions de la République. À ce jour, il a déjà visité 11 institutions. Élection couplée 2018, à moins de 2 jours de l'ouverture de la campagne électorale, la CEI a procédé ce mercredi à la remise officielle des affiches et spécimens des bulletins de vote aux candidats. Ce sont 3000 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote qui ont été donc distribués aux têtes de liste. Sidonie Davila. 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote remis à chaque tête de liste pour les élections à venir. Ces documents utiles pour la campagne des élections régionales et municipales du 13 octobre prochain ont été confectionnés par la CEI. C'est une joie immense pour moi de savoir que la CEI a abattu un travail énorme pour satisfaire tous les candidats. Pour moi, c'est les signaux de ce que la campagne commence effectivement le 28. Nous venons de recevoir notre kit et c'est une joie immense de participer à ce scrutin aussi important qui quand même présente les enjeux futurs. Après la remise symbolique des kits à quelques candidats, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a rassuré les candidats sur le dispositif sécuritaire. Notre institution a renforcé le système sécuritaire autour du présent scrutin. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. Le président de la CEI appelle chacun des candidats à jouer sa partition dans le maintien d'un climat électoral apaisé. Des élections apaisées, c'est aussi le souhait des candidats. En tant que de la région sortant de la crise, moi j'en appelle à la paix, au rassemblement, à la stabilité. Que les Ivoiriens comprennent qu'après tout, après les élections, nous sommes tous citoyens du même pays et que nous avons intérêt à ce que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Je lance un appel à tous les candidats de faire du fair play leur mot d'ordre pour que, effectivement, le meilleur gagne. Pour ces élections couplées, 88 listes de candidatures pour les conseillers régionaux et 684 pour les conseillers municipaux ont été retenues. Elles sont très peu représentées à ces élections. Le taux de participation des femmes est estimé à environ 8%, chiffre jugé insuffisant, mais ces candidates pourront en tout cas compter sur le soutien du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Li Ramata. C'est ce que nous dit Konaté Moussa. Seulement 8 femmes sur 88 candidats aux élections régionales, 51 candidates sur 684 dossiers retenus pour les municipales. La faible représentativité des femmes au poste électif demeure également une préoccupation. Si nous faisons les statistiques, c'est autour de 8%. Et donc, elles sont déjà défavorisées en nombre. Et donc, nous espérons que ce peu de femmes qui ont osé être candidates seront élues.
Les 59 femmes candidates à ces élections locales du 13 octobre prochain bénéficient du soutien du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mes chers sœurs, le chemin est encore long pour atteindre la parité dans les assemblées élues. La question de la participation de la femme à la prise de décision reste un enjeu de développement. Par votre courage, votre détermination et votre engagement, vous constituez pour les autres femmes des modèles et vous pourrez ainsi faire des émules et augmenter de façon sensible la participation des femmes aux élections locales. Je voudrais encore tout naturellement vous encourager et vous exhorter à redoubler d'ardeur et d'ingéniosité pour tirer votre épingle du jeu et honorer la femme. Des messages d'encouragement pour galvaniser ces candidates déjà prêtes pour le combat. Cette rencontre entre la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les candidates a aussi été un cadre d'échange avec des experts des questions du genre. Les thématiques abordées sont, entre autres, les conditions réglementaires lors d'une élection et la communication pour une bonne campagne électorale. On parle santé à présent. Le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire a considérablement baissé. Il est passé de 3,7 à 2,9. Des résultats qui font suite à une enquête diligentée par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Les résultats de l'enquête dénommée SIFIA ont été présentés officiellement au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Davis Oyo et Ami Sissoko. Dorénavant, la Côte d'Ivoire dispose de nouvelles données pour évaluer l'impact du VIH dans la population. De 3,7%, soit 460 000 personnes de 2011 à 2012, la prévalence est passée à 2,9%, soit près de 390 000 personnes touchées par le VIH. Parmi les infectés, 4,1% de femmes et 1,7% d'hommes dont l'âge varie entre 15 et 64 ans. Les résultats confirment la tendance à la baisse de la prévalence ces dernières années. Ces données récentes sont les résultats de l'enquête SIFIA, une évaluation de l'impact du VIH dans la population. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette étude va aboutir à des stratégies innovantes dans la lutte contre cette pandémie en vue d'atteindre les objectifs 3x90. Entendez, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% connaissant leur statut doivent recevoir un traitement et 90% sous traitement doivent parvenir à un état de suppression virale à l'horaire 2020. Concernant l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA, les deuxième et troisième 90 respectivement, bien que relativement bons, nécessitent des efforts davantage soutenus en vue d'atteindre les objectifs. Par contre, l'enquête révèle que le challenge le plus important se trouve au niveau du premier 90. Ces chiffres nous interpellent tous et nous amènent à revoir nos approches de recherche des personnes vivant avec le VIH. Dans la lutte contre ce fléau, la Côte d'Ivoire est accompagnée par le gouvernement américain. Principal bailleur de l'enquête SIFIA, c'est déjà 795 milliards de francs CFA que Washington a injectés dans la lutte. Je voudrais réitérer la détermination et l'engagement du gouvernement américain à soutenir le gouvernement et le peuple de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie de VIH-Sida. Débutée le 10 août 2017, l'enquête SIFIA a pris fin le 31 mars 2018. Elle est basée sur un échantillonnage de plus de 27 000 personnes. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale était, lundi 24 septembre dernier dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Mariette Okone y était pour des cérémonies de remise de chèques aux victimes des crises successives qu'a donc connu la Côte d'Ivoire depuis 1990. Cette action traduit la solidarité du gouvernement aux différentes victimes de ces crises. Armand Niamia. Depuis la mort de son mari en 2011, Nawa Fofana est seule à s'occuper de ses deux enfants. Avec ce chèque d'1 million de francs CFA et ce bon de prise en charge, elle pourra convenablement faire face aux charges familiales et scolariser ses enfants. Ça me fait plaisir. C'est quand mon mari est décédé là, il n'y a personne pour nous aider. Vraiment, on dit Dieu merci. Ce sont 118 victimes de Yopougon qui ont reçu des chèques, des prises en charge médicales pour les blessés et des prises en charge scolaires pour les orphelins. Aux ayants droit des victimes décédées, il a été remis, et nous continuons de le faire, à titre de compassion, une somme symbolique de 1 million de francs CFA par victime.
Il s'agit d'une somme symbolique parce que la vie humaine n'a pas de prix. Les blessés, quant à eux, ont bénéficié et continuent de bénéficier d'un bon de prise en charge médicale et psychologique totale et d'une somme de 150 000 francs. D'autres formes de réparation ont été intégrées. Il s'agit de la prise en charge scolaire pour les orphelins et l'appui d'activités génératrices de revenus pour les victimes en situation de précarité et de vulnérabilité. Après Yopougon, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Bobo accompagnée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour la même opération. Ici, ce sont près de 200 victimes qui ont bénéficié de cette aide de l'État. Je remercie le chef de l'État en particulier parce que, vrai, il y a eu des crises dans des pays qui n'ont même pas reçu 5 francs. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce président dit non, je fais quelque chose pour des victimes. L'opération d'indemnisation des victimes prend en compte toutes les victimes des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Selon la ministre Maria Toukone, ce sont 10 milliards de francs CFA qui sont dégagés chaque année pour l'indemnisation des victimes. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, portez-vous bien.